Laurent? Catherine vient bien? Ok. Merci Laurent. Bonsoir à tous, c'est bon Jordan? On peut commencer? On peut commencer. Donc, bonsoir à tous, je vais commencer avec les pouvoirs. Donc bonsoir, on vient juste de commencer. Donc Martine Cornio m'a donné pouvoir. Catherine Ménard a donné pouvoir à Francis Beaufour. Romain Fradet a donné pouvoir à Pierre Lafosse. Patricia Chouk a donné pouvoir à Monsieur Henri Trichereau. Et il y a Nicolas Micot qui s'est excusé. Et Virginie Brunet qui s'est excusée également. Donc désignation d'un secrétaire de séance. Donc aujourd'hui c'est une secrétaire de séance, c'est au tour de Céline Ringard. Est-ce que tu es d'accord? Merci Céline. Compte rendu de la séance du 7 octobre 2025. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc on va passer au premier point, donc le plus important. Donc le débat d'orientation budgétaire 2026. Et je vais laisser la parole à Johan Guilbault qui est à la délégation Finances. Alors bonjour à tous. Je vais vous parler du débat d'orientation budgétaire 2026. C'est un débat d'orientation que vous avez déjà eu en 2025, au mois de mars, quand on a voté le budget. Donc on vous dit, alors vous avez tous eu le rapport, je vais vous faire un résumé du DOB, et puis s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Si je ne peux pas y répondre, il y aura Philippe ou Jean-Michel qui seront là. Donc on vous dit en préambule que depuis la loi d'administration territoriale de la République, l'ATR du 6 février 92, la tenue d'un débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget prévitif. Le budget prévitif, normalement, on le votera au mois de décembre. Donc on vous dit que c'est le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion des villes et qui précise les orientations souhaitées dans le cadre des budgets à venir. L'objectif du DOB, échanger sur les orientations budgétaires de la collectivité, informer sur la situation financière de celle-ci. La DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, des communes de plus de 3 500 habitants. C'est le cas chez nous. Alors, le rapport prévu à l'article L 2312, alinéa 1, comporte les informations suivantes. Les orientations budgétaires. En 2, la présentation des engagements pluriannuels. 3, les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet du budget en précisant le profil de l'encours pour la fin de l'exercice. Chose importante, la particularité de la commune nouvelle de Saint-Jean-d'Hermine réside dans le fait que son antériorité est issue de 2 communes structurellement différentes et en fonction desquelles il est compliqué d'exercer des comparatifs, des ratios et d'analyser une rétrospective. Ce premier débat d'orientation budgétaire repose sur une rétrospective récente et résultant d'une addition simple des comptes des 2 communes. Les ratios, on vous dit qu'il y a des ratios, les ratios sont à analyser avec la plus grande prudence. Je vais vous parler du contexte économique, je vais vous passer assez vite. Vous le connaissez tous plus ou moins. On parle d'une croissance qui est faible en France. Elle pourrait avoisiner 0,7% en moyenne en 2025. Le taux de chômage est à 7,5, reste bas au regard de l'historique des 4 dernières décennies, proche de son point bas de 2007. L'inflation est faible,
plus 0,9% sur un an, et en août, 0,9 en août, pardon, un chiffre très inférieur à celui observé en zone euro en raison de la baisse des prix de l'électricité en février dernier, ce qui s'est impacté l'inflation. Pourtant, l'incertitude politique inquiète tant les investisseurs qui achètent de la dette française que les achats économiques résidents. Du côté des ménages, le taux d'épargne est toujours très élevé, 18,9% au deuxième trimestre contre 15% en 2019, avant la crise Covid. Du côté des entreprises, la prudence prédomine également. Leurs investissements sont en recul de 1,5% sur un an. Je vous passe les différents tableaux, je ne sais pas si vous les avez regardés, qui concernent l'état des finances des collectivités. On vous parle d'un niveau d'investissement étant en augmentation, cela sera traduit par une augmentation de l'endettement des communes, plus 1,4% par exemple. Donc on est sur un contexte politique compliqué, vous n'êtes pas sans savoir, qui n'aide pas la projection d'une trajectoire financière pour les collectivités locales. Pour l'année prochaine, la Banque postale ne se montre guère optimiste. Même si, faute de budget, on ignore encore à ce jour quelle sera la hauteur de la contribution au redressement des finances publiques qui sera exigée des collectivités. La Banque postale aussi s'inquiète sur l'évolution des dotations. Et en fin de compte, on dit comment un candidat aux prochaines élections peut-il raisonnablement élaborer un programme sur lequel il appuiera sa campagne sans savoir de quel budget il disposera pour le faire. On vous parle aussi d'état. Alors, on va parler tout de suite. Si vous avez des questions sur le contexte national, est-ce que vous avez des questions? Ou on passe directement à Saint-Jean-d'Hermine. Question particulière, ce sera plus intéressant la deuxième partie. Alors, on vous parle, on parle d'une définition d'une trajectoire pour 2026 axée sur la rétrospective 2020-2024. Tout ça à prendre avec des pincettes puisqu'on a fait le cumul des deux budgets des deux communes historiques. Donc, rétrospective consolidée sur les deux communes. Donc, on a une épargne brute, je vous appelle souvent une reste à vivre pour les ménages, épargne brute qui descend à 903 000 euros. Elle était de 1 100 000 euros en 2020. Les ratios. Différents ratios. Donc vous avez différents ratios. Le Trésor public aime bien s'appuyer sur les ratios pour savoir où en est la collectivité. Donc on parle d'un ratio sur la marge d'autofinancement courant qui est à 0,851 sur Saint-Jean-d'Hermine. Le plancher, on va dire, est à 1, donc on est en dessous du plancher. Rigidité des charges structurelles, c'est les frais de personnel, ça. Plus l'annuité de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement est à 0,49. Le seuil, c'est 0,58. L'encours de la dette, on est à 0,86, alors que le seuil plancher est à 1,8. Donc, on vous dit, en résumé, en 2025, bien que nous n'ayons pas connaissance des résultats de fonctionnement, l'absence de recours à l'endettement cette année devrait permettre une amélioration des ratios de contrôle. Effectivement, il n'y a pas de prêts qui vont être contractés cette année. Ce qui fait que ça va permettre de relever ou de rabaisser les ratios. Ça dépend comment. Voilà. Évolution des charges de personnel des deux communes confondues. On a une petite baisse entre 2023 et 2024 de 1%. Alors, je ne sais pas en quoi c'est dû, Jean-Michel, je ne me rappelle plus. La baisse de fonds. C'est peut-être un agent qui n'a pas été remplacé, non ou, la baisse du personnel. C'est des modifications liées au départ d'agents. En fait, on a des agents qui sont partis en retraite et on a recruté des personnes automatiquement plus jeunes. D'accord, ok. D'accord. Et puis il y a aussi eu quand même aujourd'hui on fonctionne avec une palue de directeur des services techniques. Et mine de rien, ça a aussi une incidence sur les dépenses de fonctionnement. On vous parle après de la fiscalité. Donc, il a été fait une rétrospective 2023-2024. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? C'est que là,
la fiscalité, on avait débattu au mois de mars sur la fiscalité de la commune nouvelle avec un lissage des deux communes historiques. Donc pour atteindre en 2028 un taux qui serait commun aux deux communes, par exemple sur le foncier bâti à 40,52, foncier non bâti à 57,95 et le reste à 18,78. Voilà ce qu'on peut dire sur la fiscalité 2026. En conséquence, pour le budget principal, il sera proposé d'appliquer exclusivement l'augmentation des bases fixées dans la loi de finances, soit 1,7%. Donc on reste sur 1,7%. Les bases vont augmenter de 1,7%. Le montant notifié par la communauté de communes au profit de Saint-Jean-d'Hermine s'élève à 600 000 euros pour l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est la taxe pour les entreprises. Pour les entreprises, ce qu'on appelle le CFE. Les dotations spécificités de la commune nouvelle. Dans le cadre de la création d'une commune nouvelle, la loi garantit, et c'est important, une non-baisse des dotations sur 3 ans. Une dotation complémentaire, amorçage, qu'on appelle amorçage, s'élevant à 15 euros par habitant. Donc on est 3074 sur Saint-Hermine et 643 sur Saint-Jean-de-Beugné. On multiplie par 15, donc on aura 55 755 en fonds d'amorçage. Selon les dispositions fixées dans la loi de finances 2024, le produit de dotation garanti pour l'État pour les 3 prochaines années est de 696 226 euros. Et le montant minimum attendu en 2025 est de 751 981. Ce qui fait qu'en dotation de l'État, on peut espérer 873 267 euros. On a après ensuite des rétrospectives sur les dettes. Sur la dette, donc on a une dette à 3 203 000 euros en 2025. Elle était en 2020 de 3 974 000 euros. La capacité de remboursement de la dette, on vous parle d'une capacité avec un ratio aussi. On est à 3,36. Le ratio toléré où on peut s'inquiéter, c'est à 7. Donc on est largement en dessous des 7 années d'endettement. Donc on vous parle aussi des indexations de la dette à 5 ans. Donc on passerait de 3 200 000 euros à 1 873 000 euros en 2030. Ça veut dire que s'il n'y a pas de prêt, la dette serait 1 873 000 euros en 2030. J'ai fait un petit ratio simple, c'est-à-dire que si on avait un ratio à 7, c'est-à-dire à la phase critique, mais tolérable, on peut emprunter, par exemple, 4 millions d'euros sur la mandature. Ça, c'est un aspect purement financier, non budgétaire. Ça veut dire qu'il faut tenir compte, éventuellement, s'il n'y a pas de CAF qui baisse, éventuellement des frais de personnel supplémentaires, etc. D'accord ? Alors, on vous dit en conclusion, il sera proposé au budget principal 2026 de permettre le maintien d'une épargne de gestion de la commune afin de pouvoir financer les grands programmes d'investissement. Cela signifie contenir les dépenses de fonctionnement dans une progression inférieure à 2%. Cela signifie une certaine vigilance afin de ne pas dégrader les capacités d'autofinancement de la commune. Les charges de personnel en 2026 augmenteront en fonction des décisions et normes fixées par l'État et par décision de l'Assemblée délibérante sous d'éventuels recoupements à venir. Et en troisième point, maintenir le niveau des services publics locaux. Ça, c'est important. Le vote du budget principal en décembre de l'année N-1 ne permet pas de bénéficier des informations nécessaires à l'élaboration d'un document définitif. Aussi, un budget supplémentaire en juin 2026 permettra de corriger le budget principal basé sur les recettes attendues en 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou je continue sur l'investissement? Juste dire qu'en fait, on va reprendre le fonctionnement habituel, hein, où on votait le budget au mois de décembre, et donc on fonctionne sur l'année civile et on réajuste avec le budget supplémentaire au milieu
en milieu d'année. Et par rapport à la dette, si vous regardez bien, en fait, on l'avait vu en début de mandat, en fait, tous les 6 ans, on voit en fait l'extinction de la dette et souvent l'emprunt se fait tous les 6 ans. Et quand on regarde l'évolution des ratios, bah, finalement, on a une évolution similaire. On a l'impression que c'est symétrique finalement entre 2020, 2022 et 2023, 2025. On se retrouve l'année prochaine, on se retrouvera dans la situation à la veille de l'emprunt qu'on avait fait pour la fin de l'année 2022 pour le budget 2023. Voilà, c'est important quand même de l'avoir en tête. Et comme l'a dit Johan, tous les indices sont au vert. Et ça, c'est quand même aussi important. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Oui, avant de passer aux investissements, dans la lecture de la note, et on a fait référence là aux 55 755 €, 15 € par habitant. Donc, selon les informations de la loi de finances 2024, le produit de dotation garantie par l'État pour les 3 prochaines années est de 696 226. Le montant minimum attendu en 2025 était de 751 981. Donc, quelque part, c'est qu'il n'a pas été perçu en tant que tel. Cette dotation de 55. Parce qu'en fait, la différence entre 696 et 755, ça fait pas. Ça fait 55, ouais. Pile poil. Ouais. Donc, est-ce que cette dotation d'amorçage a bien été transcrite par l'État dans les comptes de la collectivité? Oui, ça a été transcrit et même avec système de péréquation, en fait, finalement, Jean-Michel pourra expliquer. Mais on se retrouve avec des dotations supplémentaires qui n'étaient pas prévues en fait. On a plus que prévu de l'État. C'est mieux dans ce sens-là. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Il y a 145 135, ce qui n'est pas rien. Oui, voilà. Si en mécanisme de péréquation là-dessus. C'est pour ça. Enfin, si vous voulez réexpliquer, ou approfondir. Voilà. Si c'est clair dans les comptes, il n'y a aucun souci. Sinon, là, en fait, il y a une vraie. Parce que c'est important. Parfois, les gens se posent la question quel est l'intérêt de la commune nouvelle? Bah là, il y en a un vrai. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une commune qui est juste au-dessus du seuil de 3500. Et après, justement, comparativement avec d'autres communes de la même strate, donc en fait, après, il y a une répartition finalement des fonds. Bah là, il y a un vrai intérêt là, à avoir la commune nouvelle parce qu'on a en plus donc, les habitants de Saint-Jean-de-Beugnet, ce qui explique les 140 et quelques mille euros en plus. Plus le fonds d'amorçage qui était prévu initialement. Ça, on l'avait en tête, le fonds d'amorçage. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête, c'est ce système de péréquation qui n'avait pas été anticipé en amont. Mais ça, là, pour le coup, on a un vrai intérêt de la commune nouvelle. D'ailleurs, que la commune nouvelle, de manière très claire, elle a apporté 150 000 euros de plus. Voilà. Ceci dit, la conjoncture telle qu'elle se présente et les non-décisions du gouvernement et le vote du budget qui n'a pas encore été acté pèse aussi lourdement sur la perspective de la commune de pouvoir écrire son propre budget, en fait. Parce que là, je pense qu'il y a des tas d'éléments qui manquent au service compta pour écrire de façon assez précise un budget pour 2026. Alors certes, il sera révisé en juin, comme c'est dit, comme tous les ans, mais il n'empêche que ça rend quand même l'écriture de ce budget, enfin c'est mon point de vue, compte tenu du contexte, quelque part assez difficile à faire. Voilà. Alors effectivement, c'est pas simple parce qu'il y a un projet de loi de finances qui est actuellement débattu. Et on sait pertinemment bien qu'en fait, on ne sait pas s'il va aboutir, s'il va aller au bout des choses. Ce qui est sûr, c'est que pour les dotations, en fait, l'État garantit, pour les 3 années qui suivent la création d'une commune nouvelle, garantit le montant minimum dont on parlait à l'instant.
Et s'il garantit un montant minimum, ça veut dire qu'en fait, il y a eu des cas de création de communes nouvelles qui ont engendré en fait une baisse des dotations par phénomène, par mécanisme purement financier. En fait, il y avait des baisses des dotations. Pour éviter ça et pour pas pénaliser les communes nouvelles, en fait, l'État a créé en fait une garantie minimum. Il s'avère que nous, la configuration qu'on a et les systèmes de péréquation qu'on a fait que on est dans le cas inverse où effectivement on a en dotation 145 000 euros de plus par rapport à ce qu'on avait les deux communes combinées les années précédentes. Après, en ce qui concerne l'élaboration du budget, alors effectivement, c'est pas simple de suivre le contexte national à l'heure actuelle. Le Code général des collectivités territoriales dit précisément que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le budget doit être voté avant le 1er janvier. C'est en fait la dérogation que beaucoup de communes utilisent qui autorise les communes à voter en fait jusqu'au 15 avril et les années d'élection même jusqu'au 30 avril. Ceci dit, c'est vrai qu'on va estimer des recettes. À l'heure actuelle, en fait, on peut estimer les recettes de l'année prochaine, même si on n'a pas connaissance forcément du montant qui va être fixé dans la loi de finances. Il y a quand même des éléments comme la fiscalité, notamment, où l'évolution des bases est indexée en fait sur l'inflation. L'inflation, on peut le trouver sur le site de l'INSEE très facilement. Donc il y a des éléments comme ça qui nous permettent de mettre en avant en fait ces montants-là. Sur les dotations, en fait, on sait qu'on est sur des dotations garanties par rapport à l'année précédente. Donc en fait, les dotations, on les a également. La seule question en fait qui se pose actuellement, parce que c'était le projet de loi de finances qui le prévoyait là actuellement, c'était la baisse des compensations de l'État sur les exonérations, notamment liées aux bases de taxes foncières pour les entreprises industrielles. Donc il y a juste ça. Mais on ne sait pas si la loi de finances va passer, en fait. Donc, bon, c'est un risque qui est quand même assez mesuré, on va dire. En fait, là où ça pose un souci, mais ce qui n'est pas notre cas, tant mieux, c'est quand tu es dans une situation de budgétaire tendue, quoi. Où là, tu as comme disait Johan, sur les seuils critiques. Parce que là, en fonction des décisions de l'État, forcément, ça va avoir une petite incidence sur ton budget. Mais là, sur la commune, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc, non, mais c'est important parce que c'est déjà assez anxiogène le climat là au niveau national. Il n'y a pas besoin d'en rajouter au niveau communal. Je le redis, là, sur la commune, ça va, quoi. Après, on s'adaptera, même s'il y a une baisse, là, comme le disait Jean-Michel, au niveau de la fiscalité des entreprises. Je ne vais pas dire que je vais sauter au plafond, mais c'est pas ça qui mettra en déroute la situation financière de la commune. Et c'est important de le rappeler, c'est important de le dire et que les gens l'entendent aussi. Voilà. C'est bon ? Sur la section d'investissement, on vous dit que les dépenses d'équipement s'élèvent à 8 145 000 entre 2020 et 2024, ce qui est quand même important. C'est l'investissement qui a été fait sur les deux communes, autofinancé à hauteur de 35%. C'est-à-dire que le reste est dû soit à l'emprunt, soit à l'FCTVA, soit aux subventions. Comment ? Non, c'est bon. On vous dit aussi que l'année 2024 marque une pause en matière d'investissement. Cela permet de restaurer la trésorerie, comme je le disais tout à l'heure, et le fonds de roulement de la commune pour envisager une nouvelle période d'investissement. C'est important de faire des pauses pour pouvoir repartir. On vous parle aussi du fonds de roulement. Bon, elle est restaurée en 2024 à 106 jours de charge de fonctionnement. C'est toujours des ratios qui me font rigoler, mais bon, bref. Orientation d'investissement 2026. Donc, on vous parle des 3 grands projets qui sont en cours, à savoir la salle de danse, de gym et de yoga pour un coût estimatif à 446 000 euros.
avec des subventions encaissées en 2026 à 470 000 euros. Donc on a plus de subventions que de charges. C'est un petit effet d'aubaine. Il y a la piste, je vais vous les nommer tous, comme ça vous aurez en tête tous les investissements qui sont en cours. La piste et terrain d'extérieur pour 131 672. L'espace jeunesse pour 60 000 euros. L'espace de vie sociale à Saint-Jean-de-Beugné pour 800 000 euros. La réfection d'un cours de tennis pour 78 000 euros. Réfection des clôtures de terrain de tennis pour 32 000 euros. Création d'une nouvelle salle de classe et mise aux normes des toilettes école élémentaire à 156 000 euros, c'est l'école primaire. Réfection de toiture des vestiaires du stade à 25 000 euros. Mobilité, jonction route de la Roche et route de la Rochelle pour 56 000 euros. Acquisition d'un feu de récompense à 7 000 euros. Programme de voirie annuel à 200 000 euros. Diagnostic, je ne sais même pas ce que ça veut dire MH. C'est quoi ça? Monument, pardon. J'aurais pu lire après. C'est ça. Les Halles, l'église de Simon, l'ossuaire, monument de Clémenceau pour 48 220 euros. Travaux de l'église Notre-Dame pour 30 000 euros en maîtrise d'œuvre. Acquisition terrain Les Ougnettes pour 225 000 euros. Démolition de l'île Pontouy à 65 000 euros. Mobilier urbain et jeux à 70 000 euros. On a des subventions déjà qui sont encaissées en 2026. L'espace de vie sociale, l'espace jeunesse pour 200 000 euros. L'espace de vie sociale pour 300 000 euros. Réfection d'un cours de tennis pour 13 000 euros. Création d'une nouvelle salle de classe et mise aux normes des toilettes écoles élémentaires pour 16 000 euros. Et le diagnostic pour les monuments historiques pour 29 000 euros. On vous dit aussi que le remboursement de la dette en 2026, à inscrire le paiement des intérêts de la dette pour 95 000 euros et au remboursement du capital à 280 000 euros. J'ai juste rajouté, et puis je vous laisserai éventuellement, c'est qu'on a eu des conclusions, parce qu'on a un rapport qui a été fait par le Trésor public qui fait une conclusion sur nos finances. Et on nous dit que les finances, entre autres, des communes composant, c'est ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, composant de la commune nouvelle sont saines et la commune dispose de capacités pour investir dans les projets. L'enjeu de la commune de Saint-Jean-d'Hermine, si elle souhaite mener des projets, sera de poursuivre sa maîtrise des charges de fonctionnement afin de conserver des marges de manœuvre et ne pas voir ces ratios se dégrader. Ils aiment bien les ratios au Trésor public. Voilà. Donc, voilà les conclusions que je peux donner. Et par rapport à l'acquisition, la terrain des Ougnettes, en fait, vous savez, on a travaillé avec l'EPF. Donc là, c'est l'achat en fait des terrains pour pouvoir lancer le nouveau lotissement au niveau des Ougnettes, quoi. C'est ça en fait. Pour qu'en fait on se lance dans un lotissement communal avec une maîtrise du prix au mètre carré pour les acheteurs. En fait, c'est ça l'idée. Voilà. Et par rapport à, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir tout à l'heure. C'est pas grave. Que signifie acquisition d'un feu de récompense? C'est en fait au niveau, là vous avez vu là, la nouvelle, les changements qu'il va y avoir au niveau de la place de l'église et aux alentours, au niveau de la circulation. Donc il va y avoir un stop pas très loin de l'ancien Crédit Mutuel et dans l'autre sens, près du pont de la Poste, il y aura un feu et si tu roules au-delà de 30, il sera au rouge et il passera au vert lorsque tu rouleras comme il faut. Non, il ne va pas distribuer des bonbons. D'accord. J'ai un spécialiste, c'est Pierre Lafosse. Là, c'est ici. l'inverse, ouais, l'hiver. J'ai un spécialiste. Et comment on appelait ça avant? C'est les feux. C'est pas de récompense avant. Non, c'était pédagogique. Comment? Pédagogique. Pédagogique, C'est même pas le feu. Il y avait un Non, autre pas terme. ça. Ouais. On me explique qu'en fait il est au feu vert et il passera au rouge Si on roule si au-dessus. tu roules au-dessus, mais il reste au vert si tu roules correctement. L'inverse. Bon, bah, Sébastien, vas-y. Si, Ah ouais, d'accord. ok. Il est au si je rouge. peux intervenir, on a une réponse du CIDEV, ce feu, il ne peut pas s'installer. Donc, il ne peut pas s'installer parce que les réseaux électriques qui sont dans le sol ne permettent pas l'installation du fourreau pour mettre ce feu de récompense. Alors, un feu de récompense, c'est quand même un feu qui est au rouge et qui passe au vert quand vous êtes à la bonne vitesse. Et
Après, on ne peut pas le bouger de place parce que ce feu, c'était un solaire. Quand on ne peut pas le mettre exactement sur le pont, et de l'autre côté, il y a la maison, donc il est à l'ombre, il va pas fonctionner. Et quand on le repousse plus loin sur la poste, eh bien, on se retrouve trop près du carrefour et ça peut passer pour un feu de carrefour. Donc ce feu, il ne s'installera pas là-bas. On a eu la réponse récemment, là, enfin, il y a 2 jours. Voilà, la réponse du CIDEV. On va trouver une autre solution, c'est pas grave. Voilà, on réfléchira à autre chose pour obliger un petit peu les véhicules routiers à respecter la vitesse de circulation, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment. On a voulu le mettre en place il y a quelques années, hein, Pierre, sur Saint-Jean-de-Venier, mais sur la départementale 137, au carrefour de l'église. Mais les 12 000 véhicules jour étaient problématiques pour... mais ça pouvait être étudié. Parce que l'histoire du fonds de feu de récompense au niveau de ce carrefour-là peut être intéressant. Là, je voulais... Mais ça fait un gros volume. C'est pas le volume que vous avez, qu'on a sur le centre, c'est clair. Et au niveau, là, j'ai retrouvé, c'est par rapport à ce que dit la conclusion sur les dépenses de fonctionnement là qu'il faut qu'elles soient maîtrisées. Je rappelle, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. Là, pour cette année, elle diminue. Donc, on est dans la bonne perspective. Voilà. Cathy, tu voulais intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le budget voirie est fixé à 200 000 euros. La commission il y aura une prochaine réunion de commission ou pas, voirie? Il n'y a plus de réunion de commission depuis la fusion des 2 communes. Ben oui. Donc ça a été fixé par rapport à quel besoin, quelle urgence Par rapport à budget voirie, c'est simple. C'est-à-dire que au niveau de la voirie, là, depuis 2020, et d'ailleurs, on pourrait même l'augmenter, il y a des communes qui ont fait le choix d'avoir un budget voirie à minima. Là, c'est quelque chose auquel on se tient depuis le début de la mandature. C'est 150 000 euros chaque année pour la voirie. Et sincèrement, c'est pas les travaux qui manquent à faire. Et donc après, on a les 50 000 euros pour Saint-Jean-de-Beugnet. Donc le chiffre, il a 150 plus 50, ça fait 200. Je suis fort en maths, je sais. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Prends acte, il n'y a pas d'autres remarques. Voilà. Merci Johan pour cette présentation. Merci à Jean-Michel. Bon, merci Johan et Jean-Michel. On continue. Participation Civu transport scolaire pour l'année 2026. Donc la commune verse une participation financière, vous le savez, en Civu transport scolaire donc de Saint-Jean-d'Hermine, au prorata du nombre d'élèves empruntant le car scolaire. Donc pour l'année les élèves de primaire. Hein. Donc pour l'année scolaire 2025-2026, il y a 109 élèves, 75 collégiens et 34 maternelles élémentaires domiciliés à Saint-Jean-d'Hermine qui prennent le car. Par délibération en date du 9 octobre, donc le comité syndical du Civu transport scolaire de Saint-Jean-d'Hermine a décidé de prendre en compte les collégiens plus les maternelles et les élémentaires. Dans la participation à hauteur de 45 euros au lieu de 53 euros pour les collégiens et 30 euros pour les maternelles élémentaires, avec prise en compte d'une proratisation du tarif en fonction des gardes alternées réparties comme suit. C'est-à-dire en 2024-2025, il y avait 69 élèves, il y en avait 66, donc c'était comme il fallait, c'est-à-dire que c'était à taux plein, et 2 élèves en garde alternée et 1 élève proratisé en fonction de son départ. C'est-à-dire que si vous avez un élève qui se part en cours d'année scolaire, on ne va pas lui faire payer jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui est assez logique. Et par rapport à la garde alternée, il paye en fait moitié tarif. Voilà.
Donc la contribution pour la commune de Saint-Jean-d'Hermine, elle s'élèverait pour l'année 2026 à 4 350 € pour 75 élèves, 73 élèves à 45 €, 2 élèves à 22,50 € pour les collégiens et 34 élèves à 30 €. Voilà, pour les primaires. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point suivant. Fixation des règles d'amortissement. Je laisse la parole à Jean-Michel. Donc, considérant la fusion de la commune de Saint-Jean-de-Beugnet et de Saint-Hermine au 1er janvier 2025 et la création de la commune nouvelle donc, de Saint-Jean-d'Hermine, il convient de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er janvier 2025. Donc le champ d'application des amortissements est défini dans le CGCT, article R2321-1, sur l'amortissement des communes. Il est précisé que les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé, à l'exception des œuvres d'art, des terrains, des frais d'études et d'insertion, des immobilisations remises en affectation ou à disposition et des immeubles non productifs de revenus. Les communes n'ont pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics et les réseaux et les installations de voirie. Donc nous, on ne le fait pas sur Saint-Jean-d'Hermine. Donc vous avez été destinataire du tableau avec les durées d'amortissement. Vous voulez que je les lise ligne par ligne ou vous souhaitez valider les durées d'amortissement qui sont proposées, qui sont celles qu'on appliquait en fait déjà sur Saint-Jean et sur Saint-Hermine auparavant. Il faut reprendre une nouvelle délibération, donc ça va de 5 ans par exemple pour les documents d'urbanisme, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Pour ascenseur, appareil de levage. Voilà. Est-ce que vous souhaitez un peu plus d'informations par rapport à la note que vous avez eue? Non. Donc ça, c'est pour la partie du budget principal. Et vous avez également la partie sur le budget assainissement. Donc on est désolé, hein, c'est une durée d'amortissement qu'on vous demande de voter juste pour cette année, puisqu'à partir du 1er janvier, cette compétence sera transférée à la communauté de communes. Donc là, pour l'année 2025, il vous est proposé d'adopter en fait les amortissements sur les frais d'études et insertion donc à 5 ans, sur le réseau d'assainissement à 50 ans, sur la station d'épuration à 25 ans et sur les stations de relevage à 15 ans. Est-ce que vous avez des observations ou des questions? A priori, non. Est-ce qu'il... Ah, mais vous avez bien présenté, Jean-Michel. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Fixation du coût horaire du service technique pour les travaux en régie 2025. Bernard, s'il te plaît. Donc, calcul du coût horaire de la masse salariale du service technique pour l'intégration des travaux en régie année 2025. Il convient, comme chaque année, de procéder au calcul du coût horaire réel de la masse salariale du service technique. Il est rappelé le triple intérêt de constater les travaux en régie effectués par le service technique en vue de l'amélioration du patrimoine de la commune. Une mise en valeur du travail du service technique, une intégration de ces travaux dans l'actif de la commune et une récupération partielle de la TVA sur les fournitures. Considérant que pour l'année 2025, 7 agents sont à temps complet, 35 heures par semaine, soit 1607 heures, un agent est à mi-temps, 17,5 heures par semaine, soit 803,50 heures, et un agent à temps complet sur 9 mois et demi de l'année, soit 1381,04 heures. Ainsi, le coût horaire du service technique est donc cette année proposé à 24,43 €. Il est à noter que le coût horaire défini en 2024 était de 24,11 €. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions?
Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Proposition du SDIS pour la cession à la commune d'un véhicule. Alors, par courrier en date du 30 juin dernier, le SDIS de la Vendée proposait aux collectivités du département la vente de gré à gré de 2 véhicules légers réformés qui ne présentaient plus d'utilité pour l'établissement. Le SDIS, ça va pour tout le monde, hein. Chez schéma, je sais plus, c'est les pompiers au niveau départemental, pour faire simple. Je connais plus la signification précise des initiales. Schéma départemental d'incendie et de secours. Merci Catherine. Oui, bon, ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est bien. La commune a fait acte de candidature et après délibération du bureau du conseil d'administration, il a été décidé en raison de l'application de la commune pour le bon fonctionnement de la caserne de Saint-Jean-d'Hermine. Je rappelle qu'il y a plusieurs agents qui sont même techniques, qui sont en même temps pompiers, d'attribuer un véhicule Renault Kangoo immatriculé NF 020 TC au prix de 750 €. Donc c'est bien. Donc, mais il faut qu'on le passe en conseil. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, on n'a pas de Renault Kangoo. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on continue. Proposition d'avenant, marché de travaux du foyer des jeunes. Bernard. Alors, suite du feuilleton avenant au foyer des jeunes. L'avenant numéro 1, je vous propose donc l'avenant numéro 1 du lot 6 menuiserie intérieure sur demande du maître d'ouvrage. C'est l'aménagement intérieur, l'espace cuisine dans le foyer des jeunes, de 1376,68 € hors taxe. Est-ce qu'on vote à chaque avenant ou à la fin? Non, à la fin. À la fin. Deuxième, l'avenant numéro 2 du lot 11, plomberie sanitaire, correspondant à des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage. Je vous en ai déjà parlé. C'est un robinet de puisage extérieur pour 198,73 € hors taxe. Avenant numéro 2 du lot 4, couverture tuile, qui correspond à des travaux supplémentaires non prévus par le maître d'œuvre. Je vous en parlerai tout à l'heure à la fin. Reprise des bords de toit pour 2793,30 € hors taxe. Avenant numéro 1 du lot 5, menuiserie extérieure, concernant des travaux supplémentaires non prévus par le maître d'œuvre. C'est les remplacements du plafond, j'en ai déjà parlé, pour 8466 € hors taxe. Et enfin, avenant numéro 2 du lot 7, cloisonnement et isolation, pour des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage. En fait, on installe dans ce foyer des jeunes donc tout un coin cuisine et il nous faut renforcer, pour fixer les meubles hauts par exemple, il nous faut mettre des renforts sur les cloisons, autrement ça tomberait. Voilà pour en ce qui concerne les avenants. Je profite de l'occasion pour vous dire que je vous en ai déjà parlé, que nous avons rencontré le PDG de la boîte de maîtrise d'œuvre. Nous l'avons rencontré, nous lui avons présenté la facture des sommes supplémentaires dues à la mauvaise appréciation du travail du maître d'œuvre de l'époque, et encore je suis poli, et donc on est en pleine négociation. Voilà, on peut passer au vote. Et en sachant aussi qu'on avait beaucoup de subventions par rapport à ce projet. Là, je le dis parce que c'est important d'insister aussi sur le positif. Il y a du négatif, mais aussi du positif. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas en difficulté pour refinancer le projet. Si on se permet d'avoir des équipements supplémentaires, c'est parce que ce projet est largement subventionné. Voilà, donc je le dis aussi. Donc, ceux qui nous écoutent l'aient en tête. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Après, on passe au chapitre Affaires scolaires. Je vais laisser la parole à Nicole pour les 3 points qui suivent. Vas-y, Nicole. Alors, groupement de commandes pour le renouvellement de e-Primo. La présente convention traduit la volonté commune du rectorat de l'Académie de Nantes et des collectivités territoriales adhérentes au groupement de poursuivre le partenariat initié en 2013, relatif au déploiement d'un environnement numérique de travail pour les écoles situées sur tout ou partie de leur territoire. Le groupement de commandes s'ouvre à l'adhésion des écoles privées sous contrat. Cette ENT, nommée e-Primo,
vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative un point d'accès unique à un ensemble de services numériques en rapport avec leur activité, accessible en tout temps et tout lieu depuis n'importe quel terminal relié à l'Internet. L'ENT du premier degré de l'Académie de Nantes constitue la déclinaison locale d'un projet national piloté par le ministère de l'Éducation nationale qui en a fixé le périmètre à travers la rédaction d'un schéma directeur des environnements de travail qui est aujourd'hui en sa version 2025. Aujourd'hui, 85% des élèves de l'enseignement primaire public de l'Académie bénéficient de ePrimo, dans plus de 1530 écoles utilisatrices. Ce nouveau marché répond également à la volonté de diffuser encore plus largement la solution ePrimo sur le territoire académique en intégrant les écoles privées. Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention constitutive de groupement dont le projet est joint en annexe de la présente délibération. La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et d'en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce groupement de commandes passera à un marché public dont la finalité sera de mettre à disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres du dit groupement une solution unique d'environnement numérique de travail. Ce groupement de commandes sera constitué conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique. Donc, Monsieur le maire vous demande d'adhérer au groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail dans les écoles de l'Académie de Nantes. École directe, en fait, c'est... École directe, en fait, c'est une brique pour tout ce qui est vie scolaire qui est rattaché à Illico. Illico, c'est la porte d'entrée globale. Et après, dans l'enseignement catholique, en effet, dans le second degré, il travaille avec école directe, ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement public. Mais là, ePrimo, en fait, c'est la version pour les primaires, tout simplement. Et il a bien été demandé aussi aux enseignants des écoles publiques s'ils étaient intéressés. Hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on vous pose la question aussi. Il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nicole? Alors, modalité de financement du RASED du secteur de Saint-Hermine. Monsieur le maire informe le conseil municipal que chaque année, la commune finance le fonctionnement du RASED, réseau d'aide aux enfants en difficulté scolaire, de l'école élémentaire qui intervient sur 15 communes. Le matériel spécifique au bon fonctionnement du RASED est coûteux et doit être régulièrement renouvelé. En collaboration avec la rééducatrice et la psychologue en charge du RASED, des démarches avaient été réalisées en 2017 auprès des communes afin de participer au financement du RASED au prorata du nombre d'élèves accueillis dans leur école publique. Ces subventions ont été intégralement mises à disposition du RASED et gérées par la commune de Saint-Hermine. Chaque commune du périmètre du RASED de Saint-Hermine participe à hauteur d'1 € par élève scolarisé dans les écoles publiques. Il est précisé que cette subvention des communes n'est pas obligatoire, mais se base sur une plus juste répartition des charges sur le territoire. C'est le principe d'équité. Concernant la baisse sensible des effectifs dans les écoles et l'augmentation nette des prix, il est proposé d'augmenter la participation à hauteur de 2 € par élève scolarisé dans une école publique. Les communes qui ont émis un avis favorable verseront à la commune de Saint-Hermine le montant de la subvention, laquelle versera la totalité des contributions des communes augmentées de la participation de Saint-Jean-d'Hermine au budget du RASED. Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Vous êtes toujours là? Oui. Donc, et point suivant, donc Nicole? Alors, modalité de participation de la commune aux frais des sorties scolaires des écoles. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la demande des écoles de la commune de participer au coût des classes découvertes pour 2026. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération globale du 6 février 2019
fixant les modalités de prise en charge de la commune aux frais des sorties scolaires des écoles de Saint-Hermine. Dans le cadre des sorties sur une journée de fin d'année, la commune prend en charge le coût des transports. Le reste, animation ou visite sur place, relève de l'école, pratique utilisée ces dernières années. Dans le cadre des classes de découverte organisées sur plusieurs jours, une subvention de la commune peut être versée à hauteur de 30 € par enfant et par jour, pratique prenant effet depuis 2019. Les classes découvertes inclusives bénéficient d'une participation de 35 € par enfant inscrit en ULIS et par jour. Pour l'année 2026, 3 écoles ont sollicité la commune. Le Prévert pour une sortie à Sillingy, l'école Pierre Munro pour un séjour à Talmont-Saint-Hilaire et l'école Sainte-Marie à Saint-Malo. Il est proposé les subventions suivantes. Pour l'école Le Prévert, le lieu c'est Sillingy, le coût du voyage par élève est de 332 €, le nombre d'enfants 58 et le nombre de jours 7 jours. Donc à raison de 30 € par forfait enfant et par jour, la proposition de subvention est de 12 180 €, soit une aide de 210 € par enfant. La classe inclusion, c'est toujours à Sillingy et le nombre d'enfants c'est 8 enfants. Donc le séjour, c'est 7 jours. Et le forfait, 35 € par jour et par enfant. Donc soit 1 960 €. Soit une aide de 245 € par enfant. L'école Pierre Munro, donc au Porto, le coût du voyage par élève est de 226 €. Le nombre d'enfants participants est 43 enfants. Le nombre de jours, 4 jours. Donc un forfait par jour et par enfant de 30 €, soit une proposition de subvention de 5 160 €, soit une aide de 120 € par enfant. À l'école Sainte-Marie, le lieu c'est Saint-Malo, le coût du voyage par élève est de 340 €, un nombre d'enfants y participant 52, le nombre de jours 4, le forfait par jour et par enfant de 30 €, soit une proposition de subvention de 6 240 €. Soit une aide par enfant de 120 €. Le total de ces subventions demandées serait de 25 540 €. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Ok, je vous remercie. Merci Nicole. Donc le point 10, avenant numéro 1, convention avec Vendéo sur la facturation de l'eau et de l'assainissement. Bernard, s'il te plaît. J'attendais. Avenant numéro 1 pour la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement relative à la gestion du service assainissement collectif de la commune par Vendéo. Depuis 2016, Vendéo a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions pour clarifier les modalités et uniformiser en Vendée la gestion de l'ensemble du cycle de la facturation de l'eau potable et de l'assainissement collectif. Par délibération de juillet 2024, les communes composant Saint-Jean-d'Hermine ont approuvé la nouvelle convention transférant l'ensemble de la facturation de l'eau potable et de l'assainissement collectif à Vendéo. En raison de la création de la redevance performance, dont on parlera tout à l'heure, des systèmes d'assainissement collectif au profit de l'agence de l'eau, il convient par avenant d'inclure l'obligation de transmettre à Vendéo le montant annuel de cette redevance pour l'autoriser à facturer le produit aux usagers. Considérant qu'il s'agit d'un avenant tripartite entre la commune Vendéo et le concessionnaire ou prestataire, il convient d'autoriser le maire à signer un avenant pour chaque commune déléguée. On va faire voter? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Les oppositions? Les abstentions? Bon, ben on continue, hein, Bernard. Oui, s'il te plaît. Fixation de la redevance de performance de l'agence de l'eau. Là, j'en ai 2 pages. Alors, point 11. Fixation de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2026. Considérant qu'il convient de fixer pour l'année 2026 le coefficient de modulation et le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif,
Considérant que la redevance prélèvement est maintenue, mais que les redevances pour pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte ont été remplacées à compter du 1er janvier 2025 par une redevance consommation d'eau potable facturée à l'abonné à l'eau potable et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d'eau, et les sommes encaissées sont reversées à l'agence de l'eau, et de 2 redevances pour performance des réseaux d'eau potable d'une part et des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. Vous suivez? Concernant la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif, elle est facturée par l'agence de l'eau aux collectivités compétentes pour traitement des eaux usées, maîtres d'ouvrage des stations d'épuration, qui en sont les redevables. Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau et est défini en euros par mètre cube par chaque bassin hydrographique dans la limite de 1 euro au mètre cube et publié au bulletin officiel avant le 31/10. Concernant l'agence de l'eau Loire-Bretagne, ce taux voté par les instances du bassin est fixé à 0,28 euros du mètre cube pour l'année 2026. Le tarif, avec une implication directe sur la facturation, le tarif applicable dit contre-valeur est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement collectif, stations d'épuration et ensemble des systèmes de collecte des eaux usées raccordés à ces stations d'épuration, de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées, maître d'ouvrage des stations d'épuration. Il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 objectif de performance maximale atteint et de 1 objectif de performance minimale non atteint. Pas d'abattement de la redevance, ce qui est égal à la contre-valeur. La contre-valeur est répercutée sur chaque usager du service public de l'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'assainissement. Cette contre-valeur peut être déterminée au choix de la collectivité organisatrice du traitement des eaux usées par application au tarif de la redevance fixée par l'agence de l'eau par le coefficient de modulation de performance globale estimé à l'échelle de l'ensemble de la collectivité ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement. Je vous rassure, j'ai fini. L'assiette de cette redevance est constituée par des volumes pris en compte pour le calcul de redevance assainissement mentionné à l'article 2224-12-2 du CGCT, lorsqu'elle est due par les usagers du service d'assainissement collectif. Au final, la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif se calcule de la manière suivante. Le volume facturé aux abonnés multiplié par le taux voté par les instances du bassin de l'agence, soit 0,28 euros du mètre cube en 2026, multiplié par le coefficient de modulation affixé par la collectivité. Si vous avez des questions, et si vous n'en avez pas, ça ne me dérangera pas. Oui, j'ai essayé de triturer cette question. Ouais. Moi, j'en conclus que si la station d'épuration n'est pas performante, eh bien, on paye. En fait, c'est ça, c'est Oui, un coefficient de... Alors, c'est valable pour les stations d'épuration et pour le réseau. Oui. Donc, moins le réseau et les stations d'épuration sont performantes, plus l'abonné va payer, au maximum 0,28. Alors, en ce qui concerne Saint-Hermine, je vous l'ai déjà dit à la dernière réunion de conseil municipal, on ne reste pas inactif, mais on a un réseau qui est très vieillissant. Donc, tous les ans, on fixe un programme de travaux pour rentabiliser au maximum ce réseau, pour le rendre plus performant. Et on a d'autant plus intérêt, justement, avec cette redevance. Et lorsqu'il sera performant, cette contre-valeur sera caduque? Mathématiquement, oui. Mais théoriquement, c'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Paf, c'est 0,30 là, ça peut paraître anodin, mais boum, allez, encore un coup. Il y aura une colonne supplémentaire, peut-être bien sur la facture. Probablement. Alors moi, Non, mais il y avait déjà Prenez le micro. sur les factures d'eau, il y avait déjà une redevance agence de l'eau qui
Et en fait, cette redevance se substitue à la redevance qui était avant, qui était un forfait. Et désormais, en fait, pour inciter à faire des travaux et à rendre son service public le plus opérationnel possible, eh bien, ils ont mis en place cette redevance incitative qui s'exerce de plus en plus en fait dans les services publics. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Henri? Des abstentions? Henri qui a le pouvoir de Patricia. Point suivant, JAM, proposition de marché public à bon de commande pour les travaux de voirie 2026-2029. Vas-y. Monsieur le maire expose au conseil municipal que les échéances électorales de 2026 vont entraver l'élaboration d'un programme annuel de voirie et que le temps que les commissions se mettent en place et travaillent dans leur mission, compte tenu des délais de procédure de commande publique, l'année sera écoulée. Afin de faciliter et d'optimiser les délais, il est proposé de lancer une nouvelle procédure de marché pluriannuel de travaux de voirie et réseaux divers, conformément aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique. Définition de l'étendue du besoin à satisfaire. Monsieur le maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme. Travaux de voirie et réseaux divers pour 2026 et reconductibles 3 ans en un seul lot. Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. Conformément à l'accord cadre, le montant du marché sera compris entre 50 000 € minimum et 200 000 € maximum en hors taxe. Procédure envisagée, il s'agira d'un contrat de type accord cadre avec maximum, passé en application des articles L 2125-1, R 2162-1, R 2162-6, R 2162-13 et R 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Cadre juridique, selon l'article L 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire à un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à lancer la procédure et l'autoriser à signer le marché avec le ou les titulaires qui seront retenus. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et dernier point, donc le point 13. Proposition de convention pour la création d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la salle de danse. Francis, s'il te plaît. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dans le cadre de l'élaboration de son plan climat et énergie territoriale, le PCAET, a défini des objectifs stratégiques et opérationnels afin d'atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s'y adapter, de développer des énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, elle souhaite contribuer à l'émergence de projets de production d'énergie renouvelable sur son territoire. La communauté de communes s'est associée avec la société d'économie mixte Vendée Énergie, qui a vocation à se voir confier des autorisations domaniales pour créer la société par action simplifiée Sud-Vendée Littoral Énergie, chargée de développer, réaliser et exploiter des unités de production d'énergie renouvelable sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. C'est dans ce contexte que la commune de Saint-Hermine, par délibération du 10 septembre 2024, a souhaité transférer la gestion de la toiture de la future salle de danse située rue Flandre Dunkerque à la communauté de communes afin de mettre en œuvre une centrale solaire photovoltaïque pour produire et commercialiser de l'électricité. Monsieur le maire informe le conseil municipal que sur la base de ce transfert de gestion, la commune doit autoriser la communauté de communes à accorder à la société Sud-Vendée Littoral Énergie un titre d'occupation assorti de droits réels lui permettant d'assurer le financement et l'exploitation de l'unité de production photovoltaïque. Pour cela, 2 conventions doivent être passées. Une convention de transfert de gestion de la toiture entre la commune et la communauté de communes et une convention tripartite d'autorisation d'occupation temporaire de la toiture entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et j'imagine la commune. Tripartite, c'est la commune, la troisième, j'imagine. Ouais. Ce qu'il faut retenir de ces conventions. La convention de transfert de gestion conclue pour une durée indéterminée porte uniquement sur la toiture utilisée pour l'implantation de la centrale photovoltaïque représentée
représentant une surface totale estimée à 160 mètres carrés. Elle donne lieu à une indemnisation annuelle du propriétaire par la communauté de communes correspondant à 50 €. C'est à la communauté de communes de souscrire un contrat d'assurance pour cette centrale. La convention d'autorisation d'occupation temporaire de la toiture est conclue pour une durée de 25 ans à compter de la mise en service de la centrale solaire et pourra être reconduite pour une durée de 5 ans sans pouvoir excéder 30 ans. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la société bénéficiaire Sud Vendée Littoral Énergie. Une clause de renonciation à recours réciproque devra être portée à connaissance des assureurs de chacune des parties. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal sur ces deux conventions. Et pour expliquer aussi l'intérêt quand même pour la commune, je rappelle, hein, il y a différentes raisons, il y a différents arguments. C'est qu'en fait, c'est pas tant l'été en fait que ça sera intéressant, ce sera plutôt l'hiver, lorsque le tarif de l'électricité là est plus élevé. Là, l'avantage de passer par cette société de projet et de produire finalement notre électricité, c'est que ça nous permet d'avoir un tarif optimal en fait toute l'année. Donc, plus on fera ce type de centrale, plus on la grossira, et puis finalement on aura un contrôle des coûts tout au long de l'année. C'est-à-dire que si par exemple le tarif au niveau national est plus élevé que ce qui sort en fait de cette centrale photovoltaïque, là on rebascule sur le tarif de la centrale photovoltaïque. Donc ça c'est le premier argument. Deuxième argument, mine de rien, on a quand même vu un petit peu là avec la guerre en Ukraine. Alors bon, là c'est quand même une centrale qui reste très limitée, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut grossir. Mais c'est un objectif, et je pense que c'est un objectif que toutes les collectivités devront avoir à terme, c'est réduire leur dépendance énergétique en ayant une production d'énergie au niveau local. Troisième aussi argument pour les panneaux photovoltaïques, parce que quand ils arrivent en fin de vie, qui les recycle? Ça, c'est pas la commune, c'est dans la convention, c'est bien Vendée Énergie qui recycle ces panneaux photovoltaïques. Quatrième argument, tout ce qui est, parce qu'il y a l'investissement, mais le plus gros problème, c'est le fonctionnement. Et le fonctionnement, il n'est pas supporté donc, par la commune, mais par la société de projet de la communauté de communes qui est calibrée, qui a les personnes formées pour suivre justement la maintenance de cette toiture. Et puis, je serais tenté de dire que de manière globale, cette transition énergétique, elle va pas se faire en claquant des doigts. Alors, on va pas sauver le monde à Saint-Jean-d'Hermine, mais on peut essayer de faire pour produire de l'énergie propre. Et une transition énergétique, ça se fait pas sur 10 ans. C'est sur une cinquantaine d'années. Et j'ai pu le dire avec l'équipe il y a quelques temps, les transitions énergétiques, c'est sur une cinquantaine d'années, hein. On a déjà eu l'expérience entre le basculement entre le charbon et le pétrole, hein, entre les années 1910 et les années 1950. Et là, on n'est qu'au début en fait de la transition. Donc oui, c'est imparfait. Oui, parfois il y a la production d'énergie où c'est imparfait, mais à un moment donné, il faut y aller, hein, parce que, et d'autant plus avec ce qu'on a vécu durant ce mandat, avec la guerre en Ukraine, où on s'est rendu compte de l'importance de ne pas être dépendant sur le plan énergétique. C'est ça que je voulais rajouter par rapport aux propos de Francis. Et puis, par rapport au démantèlement, je me souviens que non seulement ils assurent le démantèlement, mais ils remettent en état la toiture. Tout à fait, ouais. Tu as raison. Et là, on est d'accord que la production, elle part dans le réseau. Non, non. Non, là où on a un intérêt, c'est au niveau du tarif. Mais on peut à tout moment la racheter si on le souhaite. Oui. Ou arrêter. Après, il faut savoir que les conditions de vente d'électricité ne sont plus les mêmes depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le particulier arrivait à vendre son kilowatt à 50 centimes. On est rendu à 12 centimes. Après ça... Comment ? C'est le marché du panier qui a fait ça. On arrivait à l'électricité plus chère que son investissement. Après, on paye aussi, là, mais là, ça c'est un autre débat, déjà on va se concentrer sur la commune, mais on paye aussi le manque de stratégie claire sur la durée au niveau national, et je serais tenté de dire au niveau européen. Quand on voit que l'ensemble des panneaux photovoltaïques qui sont posés, ils viennent tous de Chine. Et là, ça interroge quand même, hein, parce qu'on a beau, je me permets, hein, c'est assez très personnel, là, je le dis quand même, on a beau cracher sur l'Europe, là il y a quand même un vrai manquement là au niveau européen, parce qu'au final,
je suis pas convaincu que ça soit super de faire venir des panneaux photovoltaïques de Chine et de plus avoir un seul panneau qui est produit en Europe. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On va se concentrer sur la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Mais c'est bien de le rappeler aussi, l'utilité de l'Europe, là. Parce que parfois, les discours anti-Europe... De toute façon, en plus, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a la loi APR de 2023 qui oblige à couvrir les bâtiments neufs d'une partie en photovoltaïque. Alors, de toute façon, on n'a pas trop le choix de le faire, que de le faire. C'est vrai. Y a-t-il... Et puis, bon, il y a le projet Enfin, il y a la future école. Là, c'est pareil, il y aura quelque chose à faire. La salle poly, la toiture, à un moment, il faudra bien faire quelque chose aussi. Donc, dans le secteur de l'anglais, il y a de quoi faire, je pense. Y a-t-il des remarques, des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour est terminé. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Vas-y, Henri. J'ai entendu dire que deviendrait la salle du lavoir. Alors, quelqu'un qui m'a dit elle serait donc démolie. Mais je tombe des nues, moi, d'entendre ça. Alors, on va faire les délégations, mais non, pour l'instant, la salle du lavoir est debout et restera debout. La toiture avait été refaite, les ouvertures, enfin, allaient en plus opérationnelles et demandées. Donc, voilà. Non, mais faut couper court à ça, quoi, c'est tout. Non, mais de toute façon, là, faut déjà qu'on arrive à avoir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour écrouler la maison qui se trouve sur l'île Pontouille. Je pense que là, on a d'abord, et après, il y a l'ancienne perception. Donc là, il faudra qu'on passe par un architecte urbaniste pour garder la linéarité de la rue. Hein. C'est ça, en fait, les bâtiments qui vont être démolis. Mais il faut rassurer les gens, la salle du lavoir, elle va pas être démolie là prochainement. Voilà. Alors, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Excusez-moi, Jean-Michel, je suis allé trop vite. Mais c'est pas grave. C'était pour réveiller un peu tout le monde, là. Ça aurait été dommage. Décision du 9 octobre 2025 concernant l'acceptation d'une sous-traitance sur les travaux de voirie de 2025. Donc c'est une sous-traitance qui est passée entre Eiffage et la société Viax 85 concernant la signalisation verticale et horizontale pour un montant de 38 792,50 €. Et c'est en auto-liquidation TVA. Décision du 10 octobre 2025 concernant l'avenant numéro 1 sur l'entretien et la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation et production d'eau chaude sanitaire. Donc l'avenant numéro 1 au contrat d'entretien et de maintenance est passé avec la société Eiffage, donc Clevia West. Et la modification concerne en fait l'intégration de nouveaux bâtiments, notamment l'école de Saint-Jean dans ce contrat de maintenance et la sortie d'autres bâtiments, donc notamment les bâtiments que le conseil municipal a décidé de vendre. Donc voilà, donc il s'élève désormais à 18 770,30 € TTC par an. L'avenant numéro 1 de remplacement de l'ouvrage de franchissement sur l'Asmagne, c'est une décision du 14 octobre 2025. Cet avenant est passé avec la société Eiffage. Elle concerne le revêtement et cet avenant s'élève à un montant de 3 394,02 TTC. Décision du 16 octobre 2025 concernant la vérification périodique et des contrôles réglementaires des installations et équipements des ERP. Donc le marché est passé avec la société Socotec Équipement. C'est un marché de 4 ans et le montant s'élève à 4 428 € TTC par an. La décision du 21 octobre 2025 concernant l'acceptation d'un sous-traitant pour la réhabilitation du foyer des jeunes. Ça concerne la société Tessier qui a passé en fait une sous-traitance qu'on a validée avec la société SA Pro pour un montant de 1015 € hors taxe. L'auto-liquidation TVA, c'est la société Tessier qui la finance.
Acceptation d'un sous-traitant pour la création de la salle de danse Gym Yoga. C'est une décision du 27 octobre 2025. Ça concerne en fait le lot de la société AMC Structure. Et c'est avec la société Bardage 2.0 pour un montant de 2 000 €. Décision du 3 novembre 2025 concernant la maintenance sanitaire automatique des sanitaires automatiques publics de la place Bugeaud avec la société Sagelec pour un montant de 410 € TTC par an. On va passer au DIA. Il y en a deux. Donc DIA 2025-54, enfin, -54, oui c'est ça, qui concerne la parcelle section AD numéro 169, 100 rue Georges Clémenceau, 2 et 2 bis rue de l'Abreuvoir de l'Aubonnière à Saint-Hermine. Et la DIA 2025-55 qui concerne la parcelle section AB numéro 59, 131 route nationale à Saint-Jean-de-Beugnier. Voilà. Donc là, l'ordre du jour est vraiment épuisé. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres interrogations sur des démolitions, des constructions, des... Non. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous.